Bonjour, je m'appelle Johan Barth, je suis installé à Grenoble et Jean-David m'a demandé de vous parler des disjonctions acromioclaviculaires aiguës et de leurs indications opératoires pour votre DU d'arthroscopie. Alors déjà, comment définit-on une gravité dans ces disjonctions acromioclaviculaires? Quelle classification va-t-on utiliser? Si on regarde un petit peu la littérature, on remarque que la classification la plus utilisée, c'est la classification de Rockwood, qui est une classification à la fois clinique et radiologique. Et en fait, on considère comme forme grave de disjonction acromioclaviculaire les types 3, 4 et 5, où une indication opératoire est discutée. Alors, quand on a fait le symposium sur les disjonctions acromioclaviculaires, qu'on a dirigé avec Fabrice Duparc en 2014, eh bien, on a retrouvé un certain nombre de choses que je voudrais vous transmettre aujourd'hui. Tout d'abord, on a cherché à savoir si cette classification était fiable et on a cherché à retrouver une fiabilité donc, dans l'évaluation du déplacement vertical ou horizontal sur les différents clichés que l'on avait en notre possession. Et on a remarqué que seule l'analyse du déplacement vertical est reproductible sur un cliché réalisé à un instant T. Le reste n'est pas fiable. Ensuite, quand on regarde pourquoi ce n'est pas fiable, en fait, eh bien, simplement, vous voyez qu'en changeant d'orientation les rayons, avec la variation donc, de l'amplificateur de brillance, eh bien, vous pouvez faire varier de façon importante ce déplacement horizontal, ce qui fait que cela explique que ce n'est pas fiable de rechercher des analyses sur ces profils axillaires. Par ailleurs, le positionnement du bras peut également faire varier l'importance du déplacement. Vous voyez que sur un cross-arm test, eh bien, le déplacement vertical va varier en fonction de cette position du bras. Alors, on n'est pas les seuls à dire que cette classification n'est pas fiable. Cette publication de Shaw a montré que la classification de Rockwood n'était même pas reproductible entre chirurgiens avec l'analyse du scanner en plus des radios. Donc, difficile de comparer ces résultats à partir du moment où notre classification n'est pas reproductible. Ce qui fait qu'on en revient à une classification française que l'on avait, c'était la classification de Patt, entre le type 3 où la disjonction était réductible et le type 4 où la disjonction était irréductible. Cette réduction se fait par un mouvement de pression vers le haut de l'humérus. On met la main sous le coude et on essaye de réduire donc la disjonction. Soit on arrive à le faire et ça veut dire qu'il n'y a pas de boutonnière, soit on ne parvient pas à la réduire, et ça veut dire qu'il y a une boutonnière au niveau de la chape deltotrapézienne qui peut donc retenir éventuellement, dans ce cas-là, une indication opératoire, car les patients vont rarement bien dans ce cas. Voici un exemple. Vous voyez que c'était une patiente qui n'avait pas un tellement gros déplacement, et c'est une patiente justement qui avait été un peu traitée avec mépris. On considérait que c'était une disjonction acromioclaviculaire de bas grade. Et elle avait fini finalement donc au centre antidouleur, alors qu'elle se plaignait de fortes douleurs. Elle avait une impotence fonctionnelle importante et personne ne l'avait vraiment déshabillée. Alors que quand on la déshabillée, on voyait un petit hématome qui apparaissait. Elle me disait d'ailleurs que cet hématome pouvait grossir de temps en temps. Et avec le cross-arm test, on ressentait quelque chose de dur au niveau de l'acromioclaviculaire qui témoigne de la présence de cette boutonnière. Alors, quels sont les résultats de la chirurgie? L'objectif du symposium en 2014, que nous avons dirigé avec Fabrice Duparc, c'était pour analyser les résultats de la chirurgie dans les disjonctions acromioclaviculaires des formes graves. Et la question du symposium, c'était de savoir si la qualité de la réduction acromioclaviculaire pouvait influencer le résultat fonctionnel. Donc, l'objectif principal du sympo, c'était ça, avec un critère de jugement principal qui était le rapport CC, donc coracoclaviculaire du côté opéré,
par rapport au côté simple, puisque c'est la seule chose qui soit reproductible. Voici les résultats anatomiques. Vous voyez que sur notre analyse, on a réduit de façon significative ce déplacement vertical, puisqu'on est passé de 214% à 128%. Donc, la chirurgie a plutôt été efficace. Maintenant, si on regarde si la qualité de la réduction acromioclaviculaire pouvait influencer le traitement fonctionnel, donc on a essayé de corréler le rapport coracoclaviculaire côté lésé sur côté simple par rapport au score fonctionnel de Constant. Vous voyez qu'on a une analyse de corrélation qui montre que c'est corrélé. Et donc, meilleure la réduction est, meilleur sera le score de Constant. Ceci étant dit, si on regarde le taux de satisfaction de nos patients à 1 an de l'intervention, vous voyez que finalement, on n'a que 15% de très satisfaits, 26% de satisfaits, ce qui fait que 41% de patients satisfaits ou très satisfaits. C'est quand même pas énorme. Avec à 1 an de recul, vous voyez quand même 27% de complications et 27% de patients qui vont rester douloureux avec une EVA à 3. Malgré cela, les patients ne nous en veulent pas et vous voyez à quel point on peut avoir du pouvoir sur eux puisque 90% d'entre eux referaient l'intervention alors qu'ils ne sont pas vraiment satisfaits. Ça montre à quel point les patients nous font confiance. Si on regarde maintenant la durée d'indisponibilité, vous voyez qu'à 3 mois, seulement 55 patients ont repris le travail complètement et à 1 an, donc il y avait 90% de patients qui ont repris le travail à plein temps. Si on regarde maintenant le retour au sport, ce n'est pas tellement mieux. Vous voyez qu'à 3 mois, eh bien, complètement 27% de patients ont seulement repris le sport et seulement 73% à 1 an ont repris tous les sports. Ce qui n'est quand même pas extrêmement fantastique quand on regarde cela. Alors, si on regarde maintenant cette méta-analyse qui a été faite en 2018 par Chang et qui a comparé finalement dans ces disjonctions acromioclaviculaires sévères, donc de haut grade, c'est une méta-analyse vraiment intéressante puisque vous voyez qu'il n'y a absolument pas de différence entre traitement fonctionnel et traitement chirurgical et qu'il y a même du côté du traitement chirurgical une augmentation du délai de reprise du travail et du sport. Ce qui fait que quand on les traite fonctionnellement, les patients vont retourner plus vite au travail, ils vont refaire plus rapidement du sport. La seule différence en faveur du traitement chirurgical, c'était finalement le résultat cosmétique. Donc, on les opère pour c'est pas pour le fonctionnel, c'est pour avoir un meilleur résultat cosmétique pour enlever la bosse. Si on peut conclure sur ces disjonctions acromioclaviculaires aiguës, je voudrais vous montrer ce film que j'ai retrouvé, qui est absolument palpitant, qui est un film de James Bond, que vous avez peut-être déjà vu, mais qui explique tout à fait bien ce que représentent à mes yeux les disjonctions acromioclaviculaires. Vous avez James Bond, vous voyez qu'il porte une attelle, il a été blessé, et manifestement, vous allez voir qu'il a été victime d'une disjonction acromioclaviculaire qui est très très bien mis en évidence sur cette radio. Et je vous montre le traitement qu'a proposé ce chirurgien à James Bond et James Bond ce qu'il en a fait. Vous voyez que le traitement fonctionnel marche très bien avec une reprise des activités physiques qui va pouvoir se faire assez rapidement pour les activités de la vie quotidienne, le travail, mais également les activités sportives. Et vous voyez qu'ici, vous avez James Bond quelques temps après, quelques semaines après, déjà de retour au travail avec un maximum de ses capacités. Tout ça pour vous dire que probablement les disjonctions acromioclaviculaires, on en opère trop et qu'il faut peut-être diminuer la pression chirurgicale qu'on a sur nos patients. Je vous remercie pour votre attention.